Nous sommes dans une école islamique de plus de 700 élèves située dans la commune d'Abobo qui depuis 2012 est intégrée dans le système éducatif formel. Alors, bienvenue dans... Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de ma nouvelle école, le magazine dédié à la vie de l'école ivoirienne, aux hommes et aux femmes qui bâtissent l'école du futur. Nous sommes à l'Institut culturel islamique d'Abobo. Ici, comme dans 325 autres écoles islamiques intégrées au système éducatif formel, les élèves apprennent le français et l'arabe. Au sommaire de cette émission, les écoles islamiques, nombreuses sur le territoire ivoirien, le ministère de l'Éducation nationale a voulu leur intégration progressive dans le système éducatif formel. L'entrepreneuriat à l'école. Élèves et encadreurs du collège Anador d'Abobo se sont retroussés les manches autour d'un projet prometteur d'élevage de poulets et de lapins. Les écoles islamiques sont nombreuses. Ce sont pour l'instant 325 sur l'étendue du territoire. Leur intégration dans le système éducatif formel, le ministère de l'Éducation nationale en a fait une priorité pour permettre de récupérer plus de 2 millions d'enfants qui étaient hors système. Mais cela n'est pas sans condition. Koulibaly Alima est en classe de CM1 à l'Institut culturel islamique Doumbia Fa à Abidjan, dans la grande commune d'Abobo à Vocatier. Depuis la classe de CP1, elle fréquente cet établissement. C'est une école coranique qui a intégré le système officiel ivoirien depuis 2011. Autant, fixe, repos. Attention. Alima, comme tous les élèves de cette école, prend les cours en arabe et en français. Aujourd'hui jeudi, Alima et ses amis de classe ont rendez-vous avec leur enseignant en français. Un cours de lecture est au programme sur l'emploi du temps. Avant de commencer la lecture du jour, qu'est-ce que nous avons lu la semaine passée? La lecture passée était par qui nous l'a faite de Pâques en pays baoulé. Très bien. Donc maintenant, nous allons passer sur la lecture du jour. La page 100. Qui va lire le titre? Oui, toi. La tolérance et ses bienfaits. La tolérance et ses bienfaits. Qu'est-ce qu'on voit dans l'image? Je vois sur l'image des hommes islamiques et un vieux musulman et un homme pasteur qui se saluent. Cela veut dire quoi? Parce que quand un musulman avec un chrétien qui se salue, ça veut dire qu'il y a la paix. Bien. Oui. Quand un musulman et un chrétien se saluent, ça veut dire qu'il y a la tolérance. Très bien. Un bas. Tout ce qui se fait en français est repris en arabe et les élèves s'adaptent à cela. Mais il n'est pas tout de même aisé de concilier les deux. Assimiler les deux cours, ce n'est pas facile pour eux. Parce que l'enseignement arabe, ils ont toutes les matières. Et nous aussi, toutes les matières. Donc, ce n'est pas facile pour un individu de conserver et de comprendre tous les deux. Les cours en arabe, bien qu'ayant pour fondement la religion musulmane, prennent en compte l'enseignement classique dans sa globalité, avec toutes les matières et les pratiques de vie courante. الأحد نعم الاثنين نعم الثلاثاء نعم الأربعاء نعم الخميس نعم الجمعة نعم السبت صفق الله. En arabe, nous enseignons la religion musulmane. Et ensuite encore, les faits de société. Un enfant, quand il se lève à la maison, c'est-à-dire quand il se réveille de son sommeil comme ça, la première des choses, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord se laver, prier, prendre son petit déjeuner,
dit bonjour à papa et maman et prend son sac et venir à l'école. Ils apprennent à compter en arabe, à lire aussi. Ce qu'ils font en français, c'est la même chose qu'ils répètent côté arabe. Lorsque la sirène retentit à 15h45, les élèves de l'Institut culturel islamique, garçons et filles, se préoccupent à prendre leur ablution dans les règles de l'art au sein de l'établissement et se dirigent ensuite vers la mosquée non loin de l'école pour la prière de 16h. Ils sont tout de même heureux de fréquenter leur école. Je suis contente de venir dans cette école parce qu'on travaille bien. On prie, il y a des toilettes et des arbres. L'école me plaît parce qu'il y a une mosquée. Je suis content de venir dans cette école parce qu'on fait français et arabe. Il y a mon ami qui est dans l'école EPP Sorecha. Quand je prends son cahier et je prends pour moi, et regarde, c'est la même chose qu'on fait. Mais moi, je comprends arabe, mais lui, il ne comprend pas arabe. Les écoles coraniques jusqu'en 2009 formaient les élèves pour devenir plus tard imams, prédicateurs ou des musulmans ayant la crainte de Dieu et l'amour du prochain. On y enseignait le Coran et la pratique religieuse. Cette pratique, malheureusement, a maintenu pendant de nombreuses années plus de 2 millions d'enfants hors système. L'UNICEF, en se basant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur l'éducation pour tous, a favorisé l'intégration de ces écoles dans le système officiel. Tout a débuté autour des années 2004 et véritablement, c'est en 2008 qu'un atelier a été organisé pour réfléchir sur l'établissement des liens fonctionnels entre les écoles islamiques et l'école officielle. Et cet atelier a été organisé suite à une étude qui a été financée par UNICEF et qui a été menée par le professeur Kanvali et qui a pu révéler la typologie des écoles islamiques en Côte d'Ivoire et deuxièmement, le nombre d'enfants qui fréquentent ces écoles. Ça a permis d'apprécier l'importance de la problématique et donc de développer maintenant des stratégies pour faire en sorte que tous les enfants de ces écoles bénéficient d'une éducation de qualité au même titre que les autres enfants qui sont inscrits dans les écoles publiques et privées. Les premières écoles qui ont été intégrées, il fallait les former au système, voilà, système de gestion des écoles formelles. Et également, ils ont bénéficié, ces enfants, de la distribution des kits scolaires au même titre que tous les autres enfants des écoles publiques. C'est là pour encourager l'intégration. Le ministère de l'Éducation nationale, dans sa volonté manifeste de donner la chance à tous les enfants de ce pays sur la base de l'égalité, a défini des critères d'intégration de ces écoles coraniques dans l'école officielle. Il y a 4 grands chapeaux dans lesquels il y a des sous-questions. Bien sûr, ces 4 grands chapeaux sont les infrastructures. Est-ce que l'établissement est bâti sur une superficie raisonnable pour être une école? Est-ce que les bâtiments sont en matériaux précaires ou matériaux définitifs? Est-ce que l'établissement est bâti sous une haute tension ou encore dans des bas-fonds? Ensuite, il y a le deuxième grand chapeau qui porte sur les équipements. Est-ce que dans ces établissements, il y a des tables bancs et des tableaux dans les salles de classe? Est-ce qu'il y a du matériel didactique? Ensuite, le troisième chapeau porte sur les ressources humaines. Est-ce que l'établissement a un directeur d'école? Est-ce que l'établissement a des enseignants permanents, à côté des enseignants vacataires qu'il pourrait avoir? Ensuite, au niveau du quatrième chapeau, nous parlons alors de la pédagogie dans l'établissement. Est-ce que les disciplines qui sont enseignées sont les disciplines du programme officiel? Autrement dit, est-ce que le programme officiel est appliqué? Les mathématiques, le français, les sciences, l'histoire et la géographie, le DASC et j'en passe. C'est la première phase du travail. La deuxième phase consiste à déposer des dossiers à la direction de l'encadrement des établissements privés, qu'on appelle la DEP. Une école coranique, une fois intégrée au système officiel, prend le nom d'école privée confessionnelle islamique. Elle bénéficie d'une subvention de l'État.
Mais ces écoles rencontrent tout de même des difficultés dans leur fonctionnement. Les parents ne sont pas à l'aise devant les deux programmes. S'il faut faire la rentrée des élèves en arabe, faire la rentrée des élèves en français, ça leur cause assez de soucis. Et leur choix est clair. Ils favorisent l'achat des outils didactiques en arabe. Donc nos élèves, parfois d'autres sont là, ils n'ont pas de cahier, ils n'ont pas de bic. Bon, on fait avec. Monsieur Sissé Drissa Moussa est un ancien élève de l'Institut culturel islamique Doumbia Fa. Aujourd'hui, professeur de mathématiques, il a vite compris que ses études en arabe devraient être sanctionnées par des diplômes de l'école officielle pour espérer affronter le marché du travail. Il encourage les autres à en faire autant. Je veux simplement conseiller à tous les parents qui doutent encore et qui hésitent encore à inscrire leurs élèves dans des écoles professionnelles islamiques, de le faire parce que l'État, lui-même évidemment, s'en est chargé aujourd'hui pour une question d'équité entre les écoles occidentales et les écoles franco-arabes. Donc en profitant de cela, moi je crois que tous les parents doivent inscrire leurs enfants dans ces écoles-là afin qu'ils aient d'abord la connaissance occidentale, la connaissance scientifique occidentale, mais aussi sortant évidemment dans la société pour travailler, il faut qu'ils soient munis évidemment d'un bagage aussi spirituel pour être de bons citoyens. Les enfants qui sortent de nos écoles, ils ont la même chance que les autres enfants de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc l'intégration va faire que ces enfants sont rétablis dans leurs droits. Donc voilà les avantages de l'intégration des écoles confessionnelles islamiques dans le système éducatif normal. Nous demandons d'une manière pressante à toutes les écoles, à tous nos enseignants, à tous nos directeurs, à tous nos fondateurs, on n'a qu'à tout faire pour intégrer le système éducatif national pour que les enfants bénéficient dans l'avenir de tout ce qui est bon pour le pays et pour la religion. En dehors des activités extrascolaires qui sont laissées pour compte dans la plupart des écoles privées confessionnelles islamiques, dues en grande partie à l'espace occupationnel très réduit, les cours sont bien menés et les résultats sont satisfaisants. L'école obligatoire et la scolarisation de la jeune fille font partie de leurs priorités. Vivement que toutes les écoles coraniques remplissent les critères d'intégration dans l'école officielle pour permettre à ces nombreux enfants de se faire un jour une place au soleil. Rappelons que la langue arabe est l'une des 6 langues officielles de l'ONU et la deuxième langue la plus parlée en France, où elle est enseignée dans plus d'une vingtaine d'universités et établissements secondaires publics du premier et du second cycle. À cet égard, l'introduction de l'arabe dans notre système éducatif formel est une opportunité. Nous avons rencontré le directeur de l'Institut culturel islamique d'Abobo, M. Ouattara Lassina, ancien instituteur à la retraite. Monsieur le directeur, la question se pose naturellement. Quelle est la part de la religion dans votre cursus scolaire, dans l'enseignement que vous donnez aux élèves? Ici, la part de la religion, le ministère a tenu à ce que ça soit en égalité avec le français. Donc c'est 50-50. On s'arrange à faire le programme, les Français 50%, l'arabe 50%. C'est comme ça en fonction. Comment vous procédez? 2 jours et demi pour l'arabe, 2 jours et demi pour le français. L'arabe, lundi, mardi, mercredi matin. Français, jeudi, vendredi, samedi matin. Depuis l'instauration de la loi sur l'obligation scolaire, quel a été l'appui du ministère de l'Éducation nationale? Nous recevons de la part de l'État de Côte d'Ivoire une subvention. En plus, nous sommes rattachés à l'IEP d'Abobo 2. Notre inspecteur nous appuie sur le plan pédagogique et sur le plan administratif. Bon, pour le renforcement des capacités, il y a un conseiller qui est détaché même pour nous suivre, les maîtres, afin que le programme soit respecté. Est-ce que ça a eu une influence sur les résultats scolaires? Ah, bien sûr. Cette année, on a présenté à l'entrée en 6e 69 candidats. Donc 63 ont eu concouru et on a eu 49 admis. Donc 25 filles, 24 garçons. Ça fait 49 admis. Merci, monsieur le directeur. Merci, madame. Que s'est-il passé ce mois-ci au ministère de l'Éducation nationale? Tout de suite, l'actu en bref.
L'excellence à l'éducation nationale de Côte d'Ivoire se fait entendre sur les bords de Cap d'Aille. C'est dans le sud de la France, grâce à la fondation Children of Africa. Madame Dominique Ouattara, qui a toujours marqué son adhésion à la promotion de l'excellence, offre des vacances de rêve à 8 meilleurs élèves dont l'âge varie entre 14 et 17 ans et ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure à 16 sur 20. Ils séjourneront sur la Côte d'Azur française du 22 juillet au 13 août, soit 21 jours, en récompense des efforts qu'ils ont fournis en classe. Un acte salutaire que la communauté éducative apprécie à sa juste valeur, selon la ministre Kandia Camara. Elle a invité ses élèves à être de dignes ambassadeurs de la Côte d'Ivoire durant leur séjour. L'entrepreneuriat à l'école est un défi récent mais important du ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit d'insuffler l'esprit d'entreprise aux enfants de nos écoles. Et ça marche. Les élèves créent des micro-entreprises qu'ils gèrent eux-mêmes. Au collège Anador d'Abopo, on fait de l'élevage de poulets et de lapins. Et c'est très sérieux. Le collège Anador d'Abobo, en s'inscrivant pleinement dans la politique scolaire, accorde une place de choix à l'entrepreneuriat. Les élèves en ont pris conscience et évacuent très tôt le matin, avant le début des cours, les différentes tâches afférentes à leurs activités. Ici, dans l'enceinte de l'établissement, les élèves s'adonnent à cœur joie à l'élevage des poulets et des lapins. Les mains enfouies dans les gants, le travail peut commencer. Quand nous venons le matin, nous nous divisons en deux groupes. Il y a le groupe des lapins et le groupe des poulets. Le premier groupe des poulets, lui, il est chargé de voir s'il n'y a pas de poulet mort. Et le deuxième groupe, lui, il est chargé des abreuvoirs. Faire sortir les abreuvoirs et les mangeoires. Maintenant, le troisième groupe est chargé de laver les abreuvoirs, de changer de l'eau et de donner de la nourriture aux poulets. Le groupe des lapins, le premier groupe, lui, il est chargé du nettoyage. Le deuxième groupe des lapins, lui, il est chargé de changer de l'eau des lapins et donner à manger. Et le troisième groupe est chargé de l'allaitement des lapéraux. Nul ne peut franchir le seuil du poulailler sans se désinfecter les pieds. La consigne est claire et les élèves la tiennent au strict respect. L'élevage de poulets et de lapins est une activité très délicate qui exige beaucoup d'attention. Les poulets totalisent déjà 2 mois, mais depuis l'arrivée des poussins à ce jour, il a fallu du chemin. Nous avons reçu 500 poussins de chair le 15 février 2016. Et un jour, il n'y a pas eu de mort, il y a eu 500 restants. Deuxième jour, il y a eu un mort, 499 restants. Le troisième jour, il y a eu 3 morts, 496 restants. Et le quatrième jour, il y a eu 4 morts, 496 restants. Ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Les nombreuses pertes de poussins constatées dès le début ont commencé à attirer l'attention de nos petits éleveurs. À la recherche des causes, le système de chauffage serait à la base. Chaque matin, quand on venait, on constatait des morts. On nous a dit que c'est parce que la chaleur n'était pas suffisante pour bien chauffer tous les poussins. On a fabriqué ce seau, on a placé des cailloux dans le seau, plus on a mis du charbon avec du feu. On a installé des briques dans l'enclos. On a placé le seau dessus pour pouvoir produire plus de la chaleur, pour pouvoir bien réchauffer les poussins. Et après ça, nous avons constaté que les poussins ne mouraient plus. C'est une véritable entreprise qui a été installée par les élèves du collège Anador. La présidente du groupe, qui fait office de présidente du conseil d'administration, sous l'œil vigilant de l'encadreur, veille au quotidien à l'exécution de la répartition des tâches. Chaque éleveur en tire profit. Ce que j'ai retenu de l'élevage, c'est l'accouplement des lapins. Pour voir si la femelle est en chaleur, il faut regarder son urine. Si l'urine change de couleur et devient jaune foncé, l'on emmène le mâle dans sa case. Et là, il y aura un phénomène qu'on appelle la saillie. La saillie se fait 3 fois de suite. Et après ça, on renouvelle l'activité 3 jours après. 3 semaines après, on remet le mâle. Si on voit que la femelle crie beaucoup ou refuse, c'est qu'elle est en gestation.
Aujourd'hui, grâce à l'élevage de lapins, je sais comment donner à téter aux lapéros et je connais aussi leur alimentation. Je sais que les lapéros consomment des végétaux tels que les feuilles de patate, les feuilles de manioc et aussi des granulés. Arthur est en classe de 3e. Il fait partie du groupe. Il s'est beaucoup focalisé sur l'élevage des lapins. Quand les petits viennent, ils naissent avec des yeux fermés et sans poils. Une semaine après, nous constatons que les petits commencent à faire sortir les poils et les yeux commencent à s'ouvrir. Après 1 mois, on enlève les petits auprès de leur mère et on constate qu'ils peuvent alors maintenant manger des granulés et de la lecture. Le projet d'élevage de poulets et de lapins est d'abord une initiative des élèves. Ils se l'approprient et étudient ensemble la politique de sa mise en œuvre. Professeurs et administration s'impliquent véritablement pour la bonne marche de l'activité. Lorsque les enfants sont venus à moi, je les ai d'abord organisés. J'ai demandé si réellement ils peuvent tenir. Parce qu'avec l'effort que ça demande, alors ils ont dit bien, ils peuvent tenir. Et puis je me suis orienté vers l'établissement qui a accepté l'idée des enfants. C'était l'année dernière, nous étions en 3e 2. Et l'idée nous est venue comme ça, d'apprendre comment faire l'élevage. Et pour cela, nous ne savions pas comment faire. Donc nous avons appelé notre professeur de maths qui nous a aidés à monter ce projet. J'ai fait la visite tout seul d'abord des fermes. Je suis parti ensuite avec un petit noyau. Nous sommes allés visiter. On a vu qu'il fallait les abreuvoirs, les mangeoires. Donc nous avons fait le point au fondateur qui les a tous achetés. On a acheté des poussins. C'est nous-mêmes, les élèves et moi, nous sommes allés acheter les poussins. L'idée est venue des élèves, des apprenants. Et quand nous sommes des encadreurs, on a apporté notre contribution financière, notre contribution logistique pour que les enfants puissent réaliser leurs ambitions. Quand on a de l'ambition et de la vision, on peut permettre aux enfants d'éclore parce qu'ils ont des compétences, ils savent faire des choses. Il faut simplement créer les opportunités et leur donner l'occasion de s'exprimer. Comme une entreprise, le bon fonctionnement nécessite un minimum de structuration pour mieux gérer l'activité et prévoir un meilleur rendement. Pour la gestion de notre activité, voici les membres de notre bureau. Nous avons la présidente et ici le secrétaire. Ici, nous avons la trésorière. Ici, nous avons le responsable des matériels. Maintenant, moi, je suis le commissaire au compte. Je m'occupe de l'alimentation des poulets et des lapins. Ces activités, très souvent, trouvent l'adhésion des parents d'élèves. C'est le cas de M. Bamba Abou, tisserand, de passage dans l'établissement, découvre cette belle initiative. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup plu. Bon, si moi, ma fille, par exemple, elle apprend comment il faut t'occuper des choses comme ça à l'école, moi, je ferais que je ne sais pas être beaucoup content, puisque elle connaît un peu, alors elle pourra m'aider. Et puis, c'est comme demain, après par le papier, même si ça ne marche pas, elle peut faire aussi l'élevage. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet entrepreneuriat scolaire, initié par l'État de Côte d'Ivoire, des formateurs relais ont bénéficié de formations et existent presque dans toutes les directions régionales de l'éducation nationale. Ils prêtent leurs services et jouent le rôle de conseillers auprès des encadreurs. Nous sommes des conseils pour les encadreurs, mais aussi avec les élèves, nous insistons pour que les élèves soient les auteurs, les initiateurs, les réalisateurs des projets. Et c'est eux qui doivent réaliser et gérer les projets qu'ils mettent en œuvre. Rien ne doit pouvoir bloquer l'entrepreneuriat à l'école parce que pour Mme Begré, directeur régional de l'éducation nationale d'Abobo, le premier bailleur de fonds de l'entrepreneuriat est la volonté. Il faut que nous tous, nous puissions nous inscrire dans cette politique de volontariat pour faire en sorte que nos élèves qui ont du talent puissent investir ces talents-là dans ce qu'ils savent faire. L'entrepreneuriat vient pour parachever, disons, l'humanité même de l'enfant. Pour l'instant, le collège Anador est à sa première expérience en matière d'élevage de poulets et de lapins.
son potentiel marché vise en grande partie le corps professoral, le personnel administratif, le petit personnel et les parents d'élèves qui ne se font pas prier pour s'en procurer. C'est des élèves qui le font, donc il faut les encourager. Ce n'est pas facile d'avoir les marchés de nos jours. Je pense que nous sommes dans un grand établissement. Et si le personnel enseignant, le personnel administratif, même les parents d'élèves prenaient quand même les poulets de ces enfants-là, ça allait quand même leur faire plaisir. Les élèves du collège Anador d'Abobo allient ainsi avec passion les études et les activités de vie scolaire. Même si pour l'instant les bénéfices ne répondent pas aux attentes, mais dans le rétroviseur, ils nourrissent le secret espoir à la longue de doter leur collège d'une petite librairie, d'une photocopieuse et d'une cantine pour faciliter leur apprentissage. Et revoilà le Festival des Arts et Culture en milieu scolaire FENACMIS dans le Béquet, 5e édition. 170 troupes, 1200 festivaliers venant de toutes les régions de la Côte d'Ivoire compétiront en théâtre, chant choral, danse traditionnelle, dessin, peinture, cuisine, photo, cinéma, autour du thème école obligatoire et entrepreneuriat levier de la construction de l'Ivoirien nouveau. Accourez au Centre culturel Jacques Aka et au Palais du Carnaval du 31 juillet au 6 août 2016 pour le grand renouveau culturel de la jeunesse scolaire par excellence. Le FENACMIS, c'est l'éducation par la culture. Aujourd'hui, plus d'une quinzaine de pays de la sous-région ont entamé leur introduction de la langue arabe dans le système éducatif formel. La Côte d'Ivoire, pays où l'on estime que plus de 40% de la population est de confession musulmane, n'a pas le droit de se mettre en marge de cette dynamique. Ainsi s'achève notre rencontre d'aujourd'hui. Rendez-vous le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de votre émission Ma Nouvelle École.